Bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief. Ces 2 dernières semaines, le chef du gouvernement Saad Eddine Latmani a présenté le bilan de son gouvernement devant les 2 chambres réunies. L'exercice est constitutionnel, donc habituel, mais cette année, ce bilan a une signification particulière car il intervient à 2 mois des élections locales, régionales et nationales en pleine situation pandémique et dans des évolutions diplomatiques et géopolitiques majeures. Devant les élus de la nation, M. Latmani s'est montré résolu, voire offensif, sûr de lui et de la qualité de son bilan. 98% des mesures du programme gouvernemental engagées, plus des 2/3 achevées ou à un stade avancé. Plusieurs réformes, selon le chef du gouvernement, impacteront les gouvernements à venir et on le croit volontiers si l'on considère les lois sur l'éducation, la fiscalité ou encore la dépénalisation du cannabis, la production du cannabis. Mais pour autant, les partis politiques sauront-ils convaincre les électeurs d'aller aux urnes et de voter dans ce climat plutôt morose et caractérisé par une lente reprise des activités après plus d'1 an de restrictions sanitaires sévères? On peut l'espérer. Il faut dire aussi que les dissensions constatées entre membres de la majorité ne sont pas très attirantes pour les observateurs. Nous parlerons de ces sujets et d'autres avec nos invités. Abdelnabi Aboularab, vous êtes professeur universitaire et vous êtes aussi le premier vice-président PJD de la commune de Roche-Noire à Casablanca. C'est bien ça? Merci de l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Khawla Asghar, vous êtes membre du Conseil national de l'USFP. Oui. Merci d'être avec nous. Merci à vous. C'est Mustafa Hanin, vous êtes membre du comité central du Parti de l'Istiqlal, vous êtes ancien député et vous êtes actuellement président de la commission des candidatures de l'Istiqlal. C'est bien ça, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. On va commencer par le premier axe, forcément, qui est celui du bilan. Donc le ton est résolument positif, comme le ferait tout chef de gouvernement qui s'attellerait à cet exercice un peu partout dans le monde. Une longue présentation sur l'éducation et la loi cadre 51-17, puis une puissante insistance sur le bilan social de l'action gouvernementale. Saad Eddine Latmani a tout fait pour montrer que son gouvernement a eu une action sociale, même avec beaucoup de chiffres, mais il a montré l'action sociale. Mustafa Hanin, on commence avec vous. Vous avez, comme tout le monde, entendu et suivi donc, le bilan présenté par le chef du gouvernement. Vous en pensez quoi? Vous êtes dans l'opposition? Merci d'abord pour l'invitation et puis effectivement nous avons écouté avec intérêt la déclaration du chef du gouvernement sur le bilan. Je rappelle pour définir pourquoi ce bilan. Le bilan, c'est un engagement d'abord que le gouvernement il a fait devant le Parlement lors du début de la législature. Donc il s'est engagé devant Sa Majesté et devant le Parlement sur un programme. Et aujourd'hui, on est là pour voir dans quelle mesure ces mesures qu'ils ont donc annoncées au départ, ils ont été... on constate tout de suite, d'après vous-même et d'après le chef du gouvernement, que 2/3 seulement de ces mesures qui ont été appliqués et le reste, ils sont engagés. Cela veut dire déjà qu'il y a un échec de réalisation entre l'engagement devant le Parlement et... C'est 98% qui sont engagés et les 2/3 qui sont achevés ou avancés. Donc oui, c'est ça, 2/3 achevés. 2/3 achevés. Je parle d'achever parce que l'objectif, c'est d'achever son programme. Ce n'est pas d'engager un programme, c'est de l'achever. Quand on s'engage devant le Parlement, ce sont des mesures concrètes. Et je vais entrer dans le détail pour expliquer. D'abord notre déception. Bien sûr, cette déception, elle est apparente et nous l'avons exprimée à travers notre groupe parlementaire au niveau de Parlement, et nous l'avons exprimé à travers la réponse aussi de notre secrétaire général qui a montré sa déception sur les grandes lignes de ce gouvernement. Et puis nous avons quand même un indicateur important, c'est l'écoute de la rue. C'est l'écoute de la rue sur le programme et sur le programme de ce gouvernement. Aujourd'hui, quand j'ai écouté au départ l'engagement du gouvernement sur son programme, c'était un programme ambitieux, avec un taux de croissance au-delà de 5%, avec la création de l'emploi pour les... Vous avez voté le programme ?
au niveau de départ du programme, c'est-à-dire l'engagement initial de ce gouvernement. Vous dites qu'il est ambitieux, donc il est bon, il est ambitieux. Parce que quand on compare un bilan, il faut le comparer par rapport au départ, aux engagements. Donc, lorsqu'on a pris l'engagement devant le peuple et devant le gouvernement, devant le Parlement et devant Sa Majesté, c'est pour arriver à un certain niveau de taux de croissance qu'on a considéré dans le temps faisable au Maroc et que nous avons réalisé. Je rappelle à titre d'exemple, lorsque nous avons présenté notre bilan au niveau de le gouvernement d'Abbas el-Fassi, on est arrivé à une réalisation de 90%. 90% de nos engagements sur 4 ans, pas sur 5 ans, parce que notre mandat, il était de 4 ans. Donc on a réalisé 90%. Ça veut dire qu'on n'est pas satisfait de ce bilan. Et je vais entrer dans le détail plus tard. On reviendra sur ça tout à l'heure. Loin de moi de défendre n'importe qui. Je reste dans ma position de neutralité, mais en même temps, il y a eu quand même une pandémie. Ça fait 1 an et demi. Et on peut dire que, effectivement, ça peut être un peu compliqué. Khawla Al-Ashgar, vous êtes donc le SFP est dans la majorité, et donc vous vous reconnaissez parfaitement dans ce bilan. Oui, enfin, nous avons pour tradition d'honorer nos engagements, d'être solidaires des coalitions auxquelles on appartient. Nous sommes un parti qui défend l'intérêt général en premier. Sur le bilan du gouvernement, sur les possibilités qui s'offraient compte tenu du contexte international, compte tenu du contexte régional, la pandémie, vous en avez parlé, mais pas que. Le gouvernement marocain s'en est bien sorti comparativement à notre environnement direct. On a réussi à gérer une pandémie des plus graves, des plus surprenantes par son ampleur, par sa nouveauté. Aussi bien le gouvernement, mais toutes les institutions du pays se sont mis au travail de façon efficace. On a vu une harmonie et une cohésion unique en son genre dans les premiers mois de la pandémie, aussi bien au sein de la majorité, mais au niveau de toute la nation. Donc, sur le plan de nos engagements au sein du gouvernement, nous portons solidaires du gouvernement et de la majorité sur son bilan. Bien entendu, en tant que parti social-démocrate et sur la base de notre projet de société, il y a forcément des insatisfactions. On aurait pu aller plus vite, notamment sur des réformes sociales ou fiscales. Peut-être qu'on aura l'occasion de les détailler, mais nous avons toujours défendu au sein de l'USFP des problématiques sociales et des problématiques liées à la réforme fiscale. Nous n'avons pas eu l'écoute nécessaire au sein de la majorité. Nous aurions aimé que les choses se fassent plus rapidement. Bon, la pandémie est venue pour nous donner raison sur le constat, sur le bilan, sur l'urgence des réformes à faire. Sa Majesté a donné des orientations fortes en la matière, donc nous sommes confortés par rapport à cette fin de mandat sur le changement de cap de plus en plus social et nous espérons que ce changement de cap va s'ancrer de plus en plus dans la société marocaine. Donc voilà. Très bien. Abdelaziz Abou Arab, donc entendre Khawla Al-Ashgar, c'est un gouvernement qui est homogène, du moins dès le départ, et que cette action gouvernementale donc est revendiquée par tout le monde, est reconnue par tout le monde, mais on n'a pas l'impression que ce soit véritablement une majorité très soudée. On a vu qu'il y avait beaucoup de ministres qui n'étaient pas là, bon, pour plusieurs explications. Le chef du gouvernement a insisté, dit et redit, et encore dit que c'est une action collective. Vous voyez les choses comment? Est-ce qu'on a toujours une majorité Merci encore, si vous êtes de votre invitation. Merci encore de votre invitation. Sur la question du bilan, moi je pense que c'est un gouvernement qui a tenu ses promesses et qui a pu réaliser dans l'ensemble les mesures qu'il s'est engagé à réaliser pour notre pays. Les 2 tiers qui sont déjà achevés en termes de réalisation concrète, et le reste, ça veut dire quelques 30% qui sont... en fait, il y a 2% de mesures qui ne sont pas engagées. Mais tout le reste, c'est soit achevé, soit en cours d'achèvement. Parce que comprenez bien que certaines mesures demandent du temps. Excusez-moi, Abou Arab. Là, vous allez sur une autre question. Vous allez sur mais je reviens. C'est juste je vous parle d'une majorité. Est-ce qu'on a encore une majorité je vous réponds. Je suis en train d'interagir
Le bilan de ce gouvernement, pour moi, est exceptionnel, comparé au gouvernement d'ailleurs précédent. Le budget de l'éducation a augmenté de 33%. On est passé à 77 milliards, alors qu'on était sur 50 milliards. En 4 ans, le Maroc a fait un bond extraordinaire sur l'éducation, sur la santé, sur la santé, sur le social. Un bilan exceptionnel dans la gestion de la pandémie, la relance économique avec un budget d'investissement de 235 milliards, jamais vu, et puis sur le social. Alors, la question de la cohésion du gouvernement, moi je suis ravi de voir Mme Khawla Al-Shgar se porter solidaire de ce bilan. C'est la preuve que ce gouvernement a été je dirais, cohérent, a été un groupe plutôt homogène pour ce qui est du programme électoral et de l'action du gouvernement. Évidemment qu'il y a des questions politiques qui peuvent poser certaines différences en termes d'opinion, en termes de positionnement, ce qui est normal parce que ce gouvernement est formé de six partis politiques. Donc c'est tout à fait normal qu'il puisse y avoir de temps en temps... Plus que 5 depuis 2 ans, depuis 1 an et demi. Oui. Enfin, moi, je pense que dans la réalité, et Selahatmani a toujours confirmé, il y a une ligne de cohérence. Il y a un gouvernement qui travaille, qui se réunit, qui prend des décisions. Chaque jeudi, un conseil se tient, des décisions sont prises. Et il me semble que c'est un gouvernement qui a réussi à être dans l'efficacité, surtout sur certaines questions, certains programmes qui étaient urgents. Je parle de la pandémie. Un gouvernement qui n'est pas homogène, qui aurait été empêtré dans des problèmes politiques ou dans des dissidences, n'aurait pas réussi à être aussi efficace dans la gestion de la pandémie, dans la gestion des programmes qui étaient urgents, le déploiement des programmes sociaux et des programmes de la relance économique. C'est ce que vous dites, on le retient, Mustafa Hanin. Donc voilà ce que dit un monsieur que vous connaissez bien, qui s'appelle Nordine Mden, qui est le chef de groupe de l'Istiqlal. C'est un véritable échec. Donc voilà, en gros, c'est comme ça qu'il résume les choses. Atone de la croissance, mouvements sociaux, mésentente au sein de la majorité, malgré ce que disent Khawla Al-Shgar et Abdelnaby Abou Arab. C'est un véritable échec, c'est ce que vous considérez? Voilà, d'abord, il faut... Sans faire de la politique politicienne, si c'est bon. Non, on n'est pas là pour faire la politique politicienne. Nous, on est au Parti de l'Istiqlal, on se base d'abord sur un travail scientifique. Nous avons l'Alliance des économistes qui travaille sur tout ce qui est analyse des chiffres. Et concrètement, je vais être concret, lorsqu'on parle d'un gouvernement qui a réussi dans le social, je prends 3 ou 4 exemples ou 5 exemples pour illustrer l'échec de ce gouvernement. Premièrement, l'emploi. Ce gouvernement a créé 0 emploi pendant 4 ans. 1,5 million de nouveaux jeunes qui n'ont pas eu chance d'accéder à l'emploi pendant 4 ans. Un gouvernement qui se dit social, l'éducation... Comment vous pouvez dire ça, 0 emploi? Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'il mente? Ah oui, on était en déficit d'emploi. Et déficit d'emploi, c'est pas 0. 1,5 million aujourd'hui de jeunes qui n'ont pas eu accès au travail, à l'emploi. Et le taux de chômage, il a explosé, ça vous le savez. Deuxièmement, l'éducation. Un gouvernement qui multiplie le budget de l'éducation pour avoir le classement de cette année, le Maroc, il fait partie des 4 ou 5 derniers le classement mondial pour l'enseignement. Un gouvernement qui parle d'un effort social, dans le collège, on est classé dernier les mathématiques. Le classement TIMSS. Vous ne pensez pas qu'avec la loi cadre qui vient de passer... Non, je ne parle pas des lois, je parle des réalisations. Réalisations, je ne parle pas de loi cadre et tout ça, je parle des réalisations. La santé. La santé, il a fallu l'intervention de ça. Moi, j'étais devant cette crise de pandémie pour sauver ce pays et heureusement qu'il l'a fait parce que
C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, le Maroc est leader dans toutes les actions dans la crise Donc Covid. c'est un échec. D'accord. Les inégalités. Mais ce gouvernement, il a massacré la classe moyenne. Il a massacré la classe moyenne. Aujourd'hui, nous avons 1 million de cette classe qui a basculé dans la pauvreté. 1 million de Marocains qui ont basculé dans la pauvreté. Le recul de pouvoir d'achat, il est de 20% aujourd'hui. 20% de recul dans le pouvoir d'achat. Et je passe au climat des inégalités. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le Maroc il est passé de 39 à 46 pendant 4 ans dans le classement Gini, ce qui montre que dans les inégalités, il y a un creux entre les pauvres et les riches qui s'est aggravé. Le monde des affaires, la corruption, tout le monde sait ce qui se passe aujourd'hui. Dernièrement, j'ai lu un article de Sishimi. Non, je termine. J'ai un article de Sishimi sur une affaire qui se passe à Casablanca. S'il s'avère que c'est vrai ce qu'il a écrit, je pense qu'il n'écrit pas n'importe quoi. Il faut faire attention dans le monde des affaires parce que là aussi la justice, il faut faire attention. Les investisseurs étrangers, et ils commencent à parler de ce problème et ça touche à l'image du Maroc. Donc je veux bien savoir où est cette évolution de ce gouvernement. Où est la réussite de ce gouvernement avec ces chiffres-là? Lorsque nous avons, on va les laisser répondre quand même. Je vais terminer pour donner mes arguments. Mais rapidement, comme ça, on laisse tout le monde réagir. On fait quelque chose d'interactif. Lorsque le gouvernement, lorsque nous avons décidé de donner de l'aide financière aux Marocains pendant la crise de Covid, on a eu 23 millions Marocains qui ont touché de l'aide directe. Donc 23 millions, ce qui montre qu'il y a une grosse partie des Marocains qui vivent dans la misérité, dans le besoin et qui sont dans l'informel. Mais en même temps, on peut dire que le gouvernement était là pour 23 millions de personnes. 23 millions, c'est énorme. C'est la solidarité des Marocains. Oui. C'est la solidarité des Marocains parce que Sa Majesté, il a pensé à ce fonds. Et il a été alimenté par tous les Marocains. Une réaction rapide. Après, j'ai une question pour vous sur la majorité. Tout simplement. Mais rapide. Après, je vais donner la parole à... Le constat que dresse Sihani, grosso modo, je ne rentrerai pas dans le détail, n'est pas faux. C'est la réalité des travers. C'est la raison pour laquelle Sa Majesté, les partis politiques ont dit qu'on avait atteint l'essoufflement de notre modèle de développement, qu'on se rendait compte que les efforts de croissance ne produisaient pas d'emplois. Je vous rappelle qu'ils produisaient 30 000 emplois il y a une décennie, qu'aujourd'hui on est à 9 000 emplois par point de croissance. Donc, ce que vous dites, sans rentrer dans le détail où j'aurais peut-être des chiffres où je ne suis pas d'accord, mais grosso modo, oui, nous avons un problème sur l'éducation, nous avons un problème sur la santé, nous avons des creusements des écarts et des inégalités sociales, nous avons des territoires entiers qui sont laissés, entre guillemets, pour compte. Ce constat, c'est le cumul de plusieurs années de gestion, de choix politiques, de choix économiques qui font que nous n'arrivons pas aujourd'hui. Vous avez été tous les deux au gouvernement d'ailleurs. C'est pour ça que je ne pointe du doigt aucun parti. Je parle aujourd'hui en tant que partis politiques qui ont été au gouvernement et à l'opposition sur les 20 dernières années. Depuis l'enclenchement du processus de changement a commencé avec le premier gouvernement d'alternance démocratique de Cilius Filayarhmo. Il y avait eu des choix importants de construction d'infrastructures, de renforcement du pouvoir d'achat des Marocains qui ont porté leurs fruits pendant les 10 premières années jusqu'aux années 2010. Ensuite, nous avons déjà commencé à sentir l'essoufflement de ce modèle parce qu'en parallèle, il n'y a pas eu suffisamment d'investissement dans 2 axes importants. D'abord, le tissu productif, quelques productions que ce soit, et pas uniquement industrielles ou agricoles ou touristiques. Et deuxièmement, l'être humain, le citoyen marocain. Nous avons surinvesti, à juste titre, parce qu'on en avait besoin, sur les infrastructures, et nous n'avons pas suffisamment investi l'élément humain. Aujourd'hui, l'élément humain, c'est le cœur du choix de changement de modèle de développement économique. Cet objectif dépasse le travail d'un mandat gouvernemental.
tout parti confondu. Cet objectif, nous devons tous le porter, nous devons tous être conscients de nos priorités. Quand on parle d'éducation, de santé, d'équité sociale, territoriale et sociale, quand on parle d'émancipation des femmes, quand on parle de droits et des libertés individuelles, ce sont des choix de société que nous devons prendre une bonne fois pour toutes. Et c'est ces choix-là qui vont rectifier le tir et qui vont nous permettre d'avoir un cap qui dépasse les travers que vous venez de citer et qui nous remet dans le bon train de la création de valeur et la création d'emplois. Alors, Aboul Arab. Vous avez une question pour moi? Oui, je reviendrai à ça. Comme ça, on reste dans la logique. J'aimerais bien avoir la réponse de... Moi, je regrette l'intervention de ces Mustafa Hanin qui est dans le nihilisme. J'ai l'impression qu'il parle d'un autre pays, d'un autre gouvernement. Du Maroc, c'est les chiffres réels. Mais le Maroc a un gouvernement... C'est vos chiffres d'abord, c'est les chiffres du gouvernement. Le Maroc a un gouvernement qui travaille sur l'emploi public. Ce gouvernement a employé plus de 220 000 nouveaux jeunes, nouveaux employés. Et c'est un chiffre qui dépasse la somme de ce qui a été créé dans l'emploi public par le gouvernement Abbas El-Fassi et le gouvernement El-Kiran ensemble. Donc c'est un effort considérable sur la fonction publique. Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, finalement. Mais entre zéro création d'emplois et 220 000 plus que deux gouvernements réunis. L'interprétation, oui, elle peut être maladroite, elle peut être de mauvaise foi. Mais le chiffre en lui-même, on ne peut pas le falsifier. Il y a plus de 220 000 nouveaux emplois créés dans la fonction publique par ce gouvernement. C'est un constat que personne ne peut nier. Ce gouvernement s'est porté au secours de quelques 23 millions de Marocains. C'est un actif important. Sur le climat des affaires, le Maroc, pendant les deux dernières, la dernière décennie, le gouvernement El-Kiran et Saadine a gagné plus de 80 points sur le climat des affaires, ce qui est considérable. On ne gagne pas un point comme ça. Ce sont des changements en profondeur, à la fois institutionnels, législatifs, au niveau des procédures, au niveau des mentalités. On a réussi la réforme des centres régionaux d'investissement. Sur l'industrialisation du pays, le Maroc a fait un bond extraordinaire. Regardez, aujourd'hui, nous sommes leaders dans l'automobile, nous sommes leaders dans les énergies renouvelables. Un projet vient d'être lancé sur l'hydrogène vert qui va faire du Maroc la première plateforme en Afrique et en Méditerranée. On parlait hommes, c'est-à-dire hommes avec majuscule, donc inégalité, santé, éducation, parité. Ça a été le gouvernement social. C'est vraiment le plus grand titre de ce gouvernement. Si on peut mettre un titre sur ce gouvernement, c'est un gouvernement à visage social. On s'est occupé des étudiants. Visage social. L'aide aux étudiants n'a pas changé depuis les années 70. Je voulais une réponse. C'est le gouvernement piloté par le PJD qui a augmenté. Minutes avant la pause. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous savez, aujourd'hui, le Maroc dépense quelques 100 milliards de dirhams sur le volet social. C'est un chiffre... oui, mais il ne s'agit pas de dépenser. Pharaonique. Il ne s'agit pas de dépenser, il s'agit de bien dépenser. Ça va dans les poches des gens. Là, on voit qu'il y a ça va dans les poches des gens. Le social, c'est une aide directe. Très bien. Et ce gouvernement, vous avez pour la première réponse, Aboul Arab. Donc, je voudrais revenir à cette question que je voulais vous poser, justement pour continuer de parler de cette majorité. Khaoula El-Chgar, le premier secrétaire de l'USFP, Driss El-Chgar, a dit sur notre chaîne, dans l'émission Mouajaha al-Iqna, a dit la chose suivante. Le gouvernement actuel n'a pas joué le rôle qu'il devait jouer et le chef du gouvernement n'a pas rempli toutes les fonctions qui lui sont assignées constitutionnellement. Ça veut dire quoi, ça ? Je crois que ce n'est pas exactement ce qu'a dit le premier secrétaire lors de l'émission de samedi dernier sur votre chaîne. Ce qu'a dit le premier secrétaire, c'est un peu ce que j'ai expliqué lors de ma première réponse, c'est que les problèmes du gouvernement actuel, c'est que nous sommes dans un contexte spécifique. Au regard de ce contexte, ce gouvernement a fait au mieux. Maintenant, au regard de nos exigences, de notre programme en tant que socialiste, non, bien entendu, nous ne sommes pas satisfaits du bilan. Si c'était un gouvernement 100% USFP, les mesures et les démarches qui auraient été entreprises seraient différentes, notamment, et j'y reviens, sur les volets sociaux et sociétaux. Et j'ai donné l'exemple tout à l'heure de la réforme fiscale, j'ai donné l'exemple de la couverture maladie.
aujourd'hui, les différences ou les divergences qu'il y a entre un parti comme l'USFP ou le PJD, pour le nommer, ce sont des différences de programme, d'idéologie, de positionnement. Ce qu'a essayé de dire, ou ce qu'a dit le premier secrétaire, c'est que nous sommes solidaires parce que nous avons pour habitude d'être solidaires et d'assumer nos choix politiques et nos coalitions, mais cela ne veut pas dire que nous sommes alignés. Enfin, être solidaire ne veut pas dire être aligné. Nous ne sommes pas alignés avec le chef du gouvernement sur beaucoup de choses, avec son groupe parlementaire encore moins. Cependant, nous assumons notre responsabilité sur ce bilan. Très bien. Donc, on garde de ça, que chacun va garder son ADN, que vous êtes dans une majorité de faits. On en parlera en deuxième partie. Le temps passe très vite. Nous nous retrouverons après quelques instants de pause. À tout de suite. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie du débrief. En première partie, nous parlions donc de la majorité, du bilan gouvernemental. Nous allons parler de la majorité, nous allons parler des dissensions, nous allons parler des élections du 8 septembre et nous en parlons avec Khaoula Al-Shgar de l'USFP, Abdelnabi Aboul Arab du PJD et Mustafa Hanin du parti de l'Istiqlal. Alors, Abdelnabi Aboul Arab, caution électorale, dépénalisation de la production du cannabis. Comment on a vu comment les élections, enfin comment les votes se sont passés. Il y a eu pas mal de dissensions au sein de la majorité. Finalement, ce sont des lois qui sont passées au Parlement avec une abstention, voire une opposition en commission du PJD. Et vous nous disiez en première partie qu'il y avait une majorité, que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Vous tenez toujours ça? Et c'est récent, très récent. C'est vrai que nous regrettons quelques passages dans le bilan de ce gouvernement, essentiellement sur cette question du quotient électoral, cette modification des lois. Sans revenir sur les débats qui ont eu lieu au Parlement, on ne va pas revenir là-dessus, c'est uniquement au niveau de la majorité. Comment vous faites pour gérer, enfin quand je dis vous, le PJD... Nous regrettons cet incident, nous considérons que la majorité n'a pas été solidaire sur ce point, et c'est un point pour nous qui porte atteinte à la démocratie dans ce pays et à la construction démocratique. Mettre en place un procédé qui n'a pour objectif que de rabaisser, de réduire le PJD en termes de... Ça, c'est vous qui le dites, Abdelnabi Aboul Arab. On ne revient pas sur le quotient électoral. On en a tout dit, et même le seul objectif de cette on en a tout dit, et même le reste. Moi, ce que je vous dis, c'est que, en fait, est-ce que la question, c'est comme vous la posez, ils n'ont pas respecté la solidarité, ou alors vous n'avez pas respecté votre majorité. On peut aussi poser les questions comme ça. Alors, c'est Bousta. Nous avons exprimé notre regret par rapport à la position de partis qui sont dans la majorité, et qui ont voté cette mesure qui n'a pas été proposée par le gouvernement et qui n'a pas été proposée par le ministre de l'Intérieur. Cette modification du quotient électoral qui a été refusée parce que ce projet de loi, enfin cette loi a été présentée par le gouvernement dans laquelle il n'y avait pas ce quotient électoral sur la base du nombre d'inscrits sur les listes électorales. C'est une modification qui a été apportée par les groupes parlementaires. C'est un gouvernement. Non. Et le gouvernement, y compris le ministre de l'Intérieur, qui fait partie du gouvernement, a refusé cette proposition de modification. Mais les parlementaires l'ont voté tout de même. Donc, oui, vous pouvez faire la différence entre le gouvernement d'une part et sa majorité d'autre part, mais de manière générale, nous considérons que sur ce passage-là, oui, la solidarité gouvernementale pour le cannabis s'est arrêtée et c'est regrettable. Mais pour le cannabis, juste alors, après. Sur le cannabis, le PJD a considéré que cette question mérite débat, mérite un débat national, de prendre plus de temps sur cette question. C'est pour ça que notre parti ne s'est pas aligné pour le vote de cette loi. Et je pense que on ne casse pas ce principe de cohésion gouvernementale parce que ça s'est produit déjà sur le quotient électoral. Et j'espère que dans l'avenir, ce genre de choses ne se reproduisent plus. Il faut que... je ne sais pas, l'avenir c'est le 8 septembre, après on verra bien ce qui va se passer. Il faut absolument veiller à ce que les partis qui forment un gouvernement aient un minimum d'homogénéité entre eux, parce qu'autrement,
on se retrouve à gérer des différences trop importantes. Merci. Alors, on va laisser Khawla Asghar, membre de la majorité, donc UCF, membre de la majorité, réagir sur ça avant de donner la parole à partir de l'Istiqlal pour voir comment l'opposition perçoit ça. C'est quoi la question? La question, c'est comment vous considérez que vous continuez à siéger dans un gouvernement où il y a quand même des lois qui sont importantes, une loi électorale, une loi qui concerne toute une culture, qui concerne des centaines de milliers de personnes, et on vote différemment du parti du chef de la majorité, et qu'on reste dans ce gouvernement. C'est quel message que vous envoyez finalement? Sans revenir sur le détail justement. De la loi sur le quotient électoral, j'aimerais préciser deux choses. Premièrement, la position de l'USFP en matière de réforme de la loi électorale en général, que ce soit le jour du vote, que ce soit la représentativité des femmes, que ce soit que ce soit le mode de calcul, le seuil électoral, ou le mode de calcul a été clair, stable, pendant au moins 1 an et demi. Je rappelle aussi que l'USFP, en la personne de son premier secrétaire, a été le premier à saisir le chef du gouvernement, à lui demander explicitement de commencer à travailler sur les changements de loi électorale, bien avant qu'on ne soit serré sur l'exercice 2021. Pourtant, cette mesure de électorale n'était pas dans votre proposition. On va laisser terminer. En tant que parti de la majorité, nous nous sommes tenus à nos engagements. Les partis de la majorité, en tout cas l'USFP, quand le projet de loi est venu au Parlement, a présenté 0 amendement. Nous sommes, avec le PJD, les seuls groupes parlementaires qui n'ont pas amendé le texte apporté par le ministre de l'Intérieur. Maintenant, il s'est, pendant les débats, et ça c'est la vie parlementaire, moi je ne suis pas députée, je n'y étais pas, mais pendant les débats, il y a eu des propositions qui sont venues d'ailleurs de l'opposition, qui ont été débattues. Visiblement, les gens étaient convaincants et il y a eu un alignement dans le vote. Mais l'USFP, dans ses propositions, dans sa posture et dans son comportement jusqu'au bout, à savoir apporter des amendements ou pas, et la posture sur la loi électorale, il a été clair, il a été intègre et il a été fidèle à ses propos. Je voudrais juste préciser autre chose. Ce quotient électoral, et je ne reviens pas sur le détail, n'est pas une injustice vis-à-vis de quelques partis que ce soit. Je vais donner juste un rappel. Tous les partis de la majorité, qui sont d'ailleurs seuls à gouverner... On ne revient pas sur le quotient électoral. Non, je ne reviens pas sur le quotient électoral. Je donne l'exemple de démocratie occidentale, où on a un seul parti qui gouverne. Il change les lois électorales comme il veut, viennent les élections, il perd. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas la loi électorale qui fait le gagnant ou le perdant. La loi électorale est là pour équilibrer la représentativité et la voix des Marocains. Aujourd'hui, l'ancienne loi électorale... Vous êtes en train de revenir sur le quotient électoral. Vous me donnez 10 secondes et je finis. 10 secondes. 10 secondes. L'ancienne quotient électorale donnait à l'USFP un siège pour 50 000 voix, au PJD un siège pour 10 000 voix. Est-ce que les votants de gauche valent moins que les votants de droite? Je ne pense pas. Ce nouveau quotient donne un équilibre à cet apport. Les 10 secondes sont passées. Encore une fois, vous avez répondu sur cette question de dissension. Je ne rentre pas dans le quotient électoral ni dans la dépénalisation du cannabis. Ce sont des détails, des détails sont des lois qui sont passées au Parlement. Je parle de la cohésion gouvernementale et ce que vous répondez, ce que j'en retiens, excusez-moi de vous le dire, vous parlez PJD, vous parliez USFP. Donc je demande à l'Istiqlal de répondre quelle est la perception de cette majorité. Parce que finalement, chacun travaille pour lui-même. Est-ce qu'on parle d'une majorité? Je ne sais pas, moi je vous pose la question. Est-ce qu'avec ce comportement, qu'est-ce qu'on donne comme leçon aux votants, aux jeunes qu'on veut ramener à la politique? Un gouvernement, un chef de gouvernement, un parti de chef de gouvernement qui vote contre la loi que le chef de gouvernement l'a ramenée au Parlement. Mais c'est vraiment du bizarre tout ça. Ça c'est de la cohésion, ça c'est de l'harmonie dans la majorité. Depuis la constitution de ce gouvernement... Vous avez pensé à une motion de censure à l'Istiqlal, je pense, non? Depuis la constitution de ce gouvernement, on n'a jamais cessé d'entendre et de voir les conflits entre membres de Parlement. Écoutez, cette loi de censure, le chef de parti, Nizar Baraka, a bien répondu sur le sujet. Avec toutes les difficultés du Maroc en ce moment, on n'a pas à ajouter encore une crise politique. Donc, on est à l'approche des élections. On préfère attendre le 8 septembre pour que les Marocains jugent. Mais effectivement, ce que nous avons constaté
Ce que nous avons constaté au sein du Parlement, c'est une mascarade que les gens de la majorité vont contre le chef de gouvernement et que le chef de gouvernement, son parti, vote contre lui. Alors, vraiment, je veux bien comprendre dans quel pays ça existe. Ça nous ramène à l'intérêt des élections donc, du 8 septembre, qui se tient donc un mercredi, c'est la première fois, les élections générales, donc aussi bien locales que régionales que nationales, et à l'issue desquelles tous les corps élus seront renouvelés. Alors que je ne vous apprends rien, dans un environnement économique très fragile, dans un environnement économique, dans un environnement social, réalité sociale un peu particulière, et dans un environnement aussi géopolitique qui est un peu en mouvement. Alors, comment ça va se présenter ces élections, Khawla Shkar? Aux précédentes élections, vous avez eu 20 députés, ou 21, vous m'avez dit tout à l'heure. Hein? Comment ça se présente pour vous? Anna, je voudrais en sachant, je ne sais pas si vous pouvez me rappeler le nombre de députés que vous avez en 2011. 35, je crois. Et en 2007? Beaucoup. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas, on était 45, je crois. Donc il y a une chute. Comment vous voyez les élections du 8 septembre? Anna, je voudrais juste conclure, parce que tout à l'heure, je n'ai pas pu finir ma phrase, pour dire, pour aujourd'hui, ce que nous ressentons de ce qui est vécu notamment au Parlement, sur les textes de loi que vous avez cités, je ne reviens pas sur les cas particuliers, c'est que les dissensions, elles ne sont pas au sein de la majorité. Elles sont au sein du parti du chef du gouvernement. C'est le parti du chef du gouvernement qui, entre guillemets, met les bâtons dans les roues dans les propositions du chef du gouvernement. Et nous avons, en tant que parti de majorité, à gérer cela. C'est pénible, c'est difficile, ce n'est pas notre rôle. Le chef du gouvernement devrait être capable de mieux gérer son groupe parlementaire et son parti, de façon à ce que la vie gouvernementale et la vie parlementaire aient un travail efficace et efficient. On va laisser répondre à ça, mais vous y allez déjà sur l'USFP. Je reviens sur... Quarantaine, 37, 35, 20. Est-ce que c'est une déliquescence de la famille socialiste, comme on voit ça un peu partout dans le monde, ou alors qu'est-ce qui se passe au juste? Oui et non. Enfin, en 2007, avant les élections de 2007, l'USFP était première formation politique au Parlement. Le PJD, je crois, était 5e ou 6e. En 2011, le PJD, première formation, les élections de 2011, première formation politique, et l'USFP est 5e formation politique. Ça s'appelle l'alternance démocratique, et je ne vous cache pas que la démocratie, c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'on appelle ça une alternance. On ne peut pas rester tout le temps au pouvoir. Ça fait beaucoup ou pas. Je voudrais juste insister sur, ça s'appelle l'usure du pouvoir, la prise de décision parfois douloureuse, l'envie de changement des électeurs. L'USFP a été aux commandes pendant une dizaine d'années. Il a eu à prendre des décisions et il est tout à fait conscient que des fois, c'était des décisions qui allaient peut-être à l'encontre de son image ou de son quotient sympathie, on va dire. Nous avons assumé de les faire parce que nous sommes un parti qui souhaite gouverner parce qu'il souhaite faire avancer les choses et pas pour s'éterniser aux commandes. On est revenu à l'opposition quand nous avons jugé utile de revenir à l'opposition. Vous avez accepté d'entrer au gouvernement malgré oui, nous avons accepté sur la proposition de Sisi Al-Athmani. Aujourd'hui, sur cette période où nous avons été à l'opposition et pendant les dernières années, les militants de l'USFP partout au Maroc ont fait un travail de fourmi, un travail formidable de proximité, de rajeunissement et d'apport de sang neuf, notamment avec une ouverture réelle sur les forces vives du pays, sur les jeunes cadres, sur des leaders locaux qui partagent nos valeurs, qui croient en notre système et en notre projet de société. Nous avons la chance aussi, avec cette malheureuse pandémie qui a eu pour avantage de mettre l'accent sur des problématiques sur lesquelles nous nous sommes toujours exprimés, nous nous sommes toujours positionnés. Et je reviens sur les problématiques d'équité sociale, d'égalité des genres. Et aujourd'hui, on voit avec la loi cadre sur la fiscalité, c'est des sujets que nous portons depuis une trentaine d'années et nous étions seuls à les porter. Et je ne sais pas si vous vous rappelez Sibousta, mais l'ex-chef de gouvernement, c'est Ilah Ben Kiren, demandait aux Marocains de mettre la main à la poche pour l'éducation et la santé. Aujourd'hui, personne n'osera plus dire cela, parce qu'enfin, on a pris conscience que c'est des prérogatives régaliennes que de s'occuper de la santé et de l'éducation des citoyens. L'alternance va s'inverser en votre faveur pour ces élections ou vous allez rester aux alentours des 20 que... Parce qu'à moins de 20, on n'a pas de groupe parlementaire. Je suis persuadée
que, comme notre slogan l'indique pour les prochaines élections, que nous sommes à l'aune d'une nouvelle alternance démocratique avec un horizon social-démocrate fort. Cet horizon social-démocrate, si les Marocains n'ont pas la mémoire courte, c'est nous qui l'avons toujours porté et c'est nous qui l'avons toujours défendu. Très bien, on va voir ce que vont dire nos deux autres invités. Alors, Abdelnaby Abou Arab, parti divisé, usure du pouvoir. C'est vrai que ce qui s'est passé, il y a eu des lettres de démission, des rappels, on demande à ce qu'on reste. Enfin, c'est pas vraiment la cohésion, quoi. On peut pas dire que ce soit la cohésion. Et c'est comme ça que le PJD compte aller aux élections le 8 septembre. Avec quel objectif, quelle vision, quel Le PJD Sébastien est un grand parti politique. Non, on ne dit pas le contraire, sauf qu'il y a un peu d'usure du pouvoir. Un parti très organisé, qui a ossature et une structure organisationnelle très puissante. Et puis, il a un référentiel et, je dirais, un environnement interne qui est extrêmement serein et stable. Et ça lui permet de résister à toutes les attaques et à toutes les secousses. Ce que nous vivons actuellement est absolument marginal par rapport à la marche centrale du parti, qui est en très très bonne marche aujourd'hui pour être en pole position pour les élections prochaines, Inch'Allah. Tout ce qui relève de l'organisation, je dirais, des candidatures, des accréditations, aujourd'hui, c'est en train d'avancer avec Excusez-moi, avec un ordre. Vous y croyez vraiment? Oui, moi, je souris parce que là, il y a quand même des problèmes dans ce parti. Je vous parle de l'intérieur de ce processus. Il y a une discipline, il y a une union, un esprit d'union. Évidemment qu'il y a des exceptions, et c'est là. Nous ne sommes pas un parti, je dirais, formé d'anges. Non, on est des citoyens, on cherche à être le meilleur de nous-mêmes, et c'est en train d'avancer, je dirais, dans de très bonnes conditions. Le parti est uni derrière son secrétariat général, et à part ça, oui, on peut parler de quelques dissidences, de quelques démissions. Mais président du Conseil national, Zami Drissi, c'est quand même pas n'importe qui comme dissidence. Mais il est revenu, il est dedans aujourd'hui, il est dans le processus. C'est ça qui fait la force du PJD. Le président du Conseil de la ville de Casa aussi Non, il assume ses fonctions. Il voulait partir Il est candidat, le parti est en train de le présenter aux élections régionales et communales et parlementaires à Casablanca. Et il est là, et au contraire. Donc c'est pour vous dire que tout ce que l'on a envie de croire sur le PJD est absolument faux. Le PJD aujourd'hui est donc très fort. Donc il n'y a pas de problème au PJD, c'est un parti soudé, c'est un parti qui est fort de son bilan, c'est un parti qui part conquérant aux élections du 8 septembre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de crise, mais le parti est capable, et a toujours été capable, et sera capable de gérer ces crises grâce, comme j'ai dit, à ces principes de fonctionnement, à ses valeurs, aux valeurs de ses membres et à sa richesse organisationnelle interne. Nous sommes capables de digérer tout cela. Mais je voulais répondre à quelques rapidement parce que Mme Fatah doit intervenir aussi. Le PJD est très cohérent sur la question du quotient électoral. On a été une seule voix pour dénoncer cette régression démocratique que nous considérons comme une attaque centré sur le PJD, pour lui enlever, comme ça, par un simple calcul, en faisant voter ceux qui n'ont pas voté. Ça enlève au PJD quelques 40 sièges. J'interviens là-dessus parce que ce n'est pas focalisé contre le PJD. Chaque parti, vous êtes 3 partis ici, on en a 36, il y en a 12 ou 15 qui sont représentés au Parlement. Chacun a le droit de faire sa politique sans que vous vous considérez attaquer personne. C'est cette mesure a pour seul objectif d'empêcher le PJD, je vous explique, d'empêcher le PJD de gagner plus de 2 sièges dans une circonscription. Aujourd'hui, aucun parti ne peut gagner 2 sièges, 3 sièges dans une circonscription. Sur le quotient électoral, c'est comme l'autorité de la chose jugée. Et le PJD est le seul parti qui gagne 2 sièges dans une circonscription. C'est le seul. C'est pour vous dire que c'est orienté contre le PJD. Vous êtes en train d'avancer les yeux sur l'arrière, vous êtes en train de regarder le quotient électoral. C'est passé, il y a eu un débat, c'est passé débat social, débat médiatique, débat politique, débat institutionnel. Nous le dénonçons, nous allons continuer à le dénoncer. Alors on laisse pour le parti des Serpents. Mais je voulais juste finir rapidement, s'il vous plaît, pour vous dire que le PJD est en bonne marche, on est cohérent. Nous regrettons quelques attaques
je dirais, qui sont parfois très, très personnelles contre le chef du gouvernement, contre les membres du Tout le monde PJD. a eu son lot. Tout le monde a eu son lot. Un peu partout, nous voyons quelques attaques ciblées. Tout le monde a eu son lot. On a proposé à un membre du PJD aujourd'hui de devenir cheikh, à condition qu'il quitte le PJD. Je ne peux pas vous laisser dire ça, tout le monde a eu son lot. Bon, vous avez laissé, on va laisser le... C'est ça que nous regrettons. Très bien, c'est enregistré. PJD Alors, Mustafa Hani... est prêt pour un troisième mandat. Mustafa Hani, on lui souhaite, ça, après tout, un parti, c'est fait pour ça. Mustafa Hani, donc voilà, on a entendu l'USFP, on a entendu le PJD. Comment vous voyez-vous arriver? Ça fait 7 ans que vous avez 8 ans, 2013, que le CIRA a quitté le gouvernement. On arrive donc avec une nouvelle structure, une nouvelle organisation, un nouveau secrétaire général depuis 2017, un parti qui semblerait soudé. On entend des choses à droite et à gauche au niveau du comité exécutif. On entend des problèmes à face à Marrakech. Comment vous y allez à ces élections du 8 septembre? Non, on va aux élections d'abord serein, parce que nous avons entamé avec le nouveau secrétaire général, Dr Nizar Baraka, un travail de fond. Et un travail de fond qui a porté ses fruits aujourd'hui, sa crédibilité, son savoir-faire, son expérience, fait de lui un potentiel membre de l'alternance dans ce pays. Je parle du parti, avec le chef de parti aujourd'hui. Avec le programme, nous sommes les seuls et les premiers qui ont commencé à faire un programme à partir de la région. Nous avons fait des programmes régionaux au niveau de chaque région avant de le remonter vers le national. Et notre programme, il est prêt et le secrétaire général va bientôt l'annoncer. Donc nous allons serein. Notre objectif et notre ambition, c'est de guider le prochain gouvernement. Donc c'est de travailler pour arriver parmi... c'est pas le premier, la pole position, la première position, c'est-à-dire pour diriger le gouvernement. Dans la première position. Nous écoutons la rue. Aujourd'hui, les Marocains, ils ont nostalgie au gouvernement de Saïd Belfassi et le travail qui a été fait par son gouvernement et par ses ministres et qui aujourd'hui est réclamé dans toutes les régions du Maroc, dans tous les secteurs, dans l'équipement, dans la santé, dans l'habitat, dans l'eau. Je ne veux pas revenir dans ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait aujourd'hui, mais les gros chantiers du pouvoir d'achat, du soutien du pouvoir d'achat, les Marocains, ils ont une nostalgie de ce gouvernement et de ce gouvernement guidé par le Parti de l'Istiqlal. Donc aujourd'hui, nous sommes prêts, nous sommes en train aujourd'hui de sélectionner nos candidats à travers tout le Maroc. Moi-même, je suis le président de la commission de la candidature. Justement, c'est quoi les critères de vos sélections? Je suis arrivé. Il y a un comité qui est composé de 17 personnes et nous avons ouvert un délai pour les candidatures. Nous avons reçu donc les candidatures. Nous sommes à 138 candidatures pour les élections directes et puis pour la liste 73 candidates pour la liste régionale des femmes. En termes de critères? Le critère, c'est l'étude de chaque dossier. Et l'étude, d'abord, il y a priorité d'abord aux sortants, c'est-à-dire les députés sortants, à moins s'il y a un député qui a un problème avec ses électeurs ou avec les militants locaux qui n'arrivent pas, qui n'a pas été vraiment en contact avec ses électeurs pendant cette période et qu'on voit qu'il n'a pas beaucoup de chances de revenir gagnant dans donc c'est là où on procède à son changement. Donc c'est un travail qui est fait par la commission. De la moralisation. Oui, tout à fait. C'est la commission. D'ailleurs, tous les candidats, même le secrétaire général Nizar Baraka, il a déposé sa candidature. Il a été traité par cette commission, comme tous les membres du comité exécutif et la plupart, ils se portent candidats aux élections. Donc, ils passent par cette commission qui soumet son avis au comité exécutif qui décide. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 85
députés sur l'ensemble il nous reste à peu près 8 députés à sélectionner pour et la liste des femmes. Et nous, il nous reste 1 minute. Je voudrais faire un peu de prospective, si vous voulez bien. Chacun ira de son pronostic. Vous prévoyez quoi pour ces élections? Alors, on commence par vous, Khaoula Al-Shkar. Eux deux pensent avoir donc occupé la première position. Vous pensez comment ça va se passer pour vous les élections? Je ne repose pas la question, je vous demande un chiffre. Vous étiez 40, 35, dans le 20. peloton de tête, donc Peloton de tête, c'est entre 60 et 80 à peu près. Dans le trio de tête, et nous pensons que nous avons et les moyens humains et le programme pour. Nous pensons aussi que comme il y a eu un moment une évolution de la société marocaine avec un virage à droite idéologique, aujourd'hui la société marocaine elle est férue de liberté, de créativité, de prise d'initiative et c'est des valeurs que nous représentons. Ces positions. Alors rapidement, Abdelnaby Aboularab, vous prévoyez combien? Je ne peux pas vous donner un chiffre. Vous passez à 125. Je ne peux pas vous donner un chiffre de mémoire. Et là, les modifications des lois électorales vont impacter certainement. Ah, il vous a marqué le conseil électoral. Oui, les résultats il vous a vraiment marqué. Donc, nous sommes en train de se préparer pour bien mener ces élections et je pense que le PJD va rester premier malgré tout. Et vous, Moustapha Hanine? Moi, je dis que ce n'est pas le quotient électoral qui va élire le prochain gouvernement. C'est vous, les Marocains. Et c'est à vous de décider. Et aujourd'hui, c'est le jour des changements. Merci. Ça va être le mot de la fin. Merci à vous. Merci Khaoula Al-Shkar. Merci Abdelnaby Aboularab. Merci Moustapha Hanine. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Merci.